Bonjour ou bonsoir à vous tous, c'est le Monde en 7 et nous sommes le samedi 30 novembre 2024 pardon. Et ensemble, on va parler donc comme toujours de 4 sujets. On ira du côté du Sénégal pour évoquer cette reconnaissance de la France du massacre de Thiaroye. Le président français Emmanuel Macron a envoyé un courrier à son homologue sénégalais en ce sens. Nous parlerons aussi du Tchad qui met fin à son accord de coopération militaire avec la France. On va parler du Mali, évoquer la suspension de Joliba TV dans l'affaire donc de la critique portée par un invité à l'encontre du régime burkinabé. Et puis au Togo, Togocom, à Yass, ça ne vous dit rien, bien c'est le nouveau nom de Togocom. On verra quelle différence dans le service. Et pour évoquer ces sujets, je commence avec 2 invités. Akleso Esso, consultant et en communication et coach, il est avec nous. Akleso Esso, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa, d'ici au Togo jusqu'à partout dans le monde entier. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Face à vous, nous avons Marcel Agbessinou. Marcel Agbessinou est journaliste et juriste. Bonsoir Marcel, toujours bien habillé. Bonsoir Sam, merci. Bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et c'est un réel plaisir pour la seconde fois en moins de 2 mois de me retrouver encore sur ce beau plateau. Ouais. Donc je salue tout le monde et plein succès au débat. Merci donc à vous d'avoir accepté l'invitation de cette émission. On commence tout de suite avec le Sénégal. Je le disais, le président français Emmanuel Macron a adressé une lettre à son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Et dans cette lettre, le président français reconnaît que le massacre de Thiaroye, il a employé le mot massacre, donc les événements de Thiaroye étaient un massacre. Pour rappel, les tirailleurs sénégalais rentrés au pays après la fin de la Seconde Guerre mondiale exigeaient le paiement de leurs indemnités et des primes. Et en guise de réponse, l'armée française a ouvert le feu. Jusque-là, on ne sait pas exactement combien de victimes. Certains parlent de dizaines, d'autres de centaines. On ne sait pas où la plupart de ces victimes sont enterrées. Et la France a toujours refusé de reconnaître sa responsabilité dans ce massacre. C'est désormais chose faite. Il faut rappeler que les propos du président français Emmanuel Macron interviennent quelques jours après ceux de son prédécesseur François Hollande, qui reconnaissait également que c'était un massacre. Marcel Agbessinou, est-ce qu'on va parler aujourd'hui d'une sorte de réparation de l'histoire? On peut dire que c'est une sorte de réparation. On dit qu'il n'y a pas de crime impuni. C'est-à-dire que si tu tues quelqu'un aujourd'hui et tu penses que tu l'as fait sans les caméras, demain après demain, les faits vont se refaire surface. C'est ce qui se fait maintenant au Sénégal et entre Sénégal et la France. C'est un peu... J'ai la gorge serrée lorsque j'ai revisité l'histoire hier, lorsque le président Diomaye Faye a reçu le courrier de la part d'Emmanuel Macron, acceptant effectivement qu'il y a des massacres près de la ville de Dakar, quelques kilomètres de la ville de Dakar, où les tirailleurs sénégalais, c'est un nom qu'on a baptisé à tous les tirailleurs africains qui étaient partis lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale aux côtés de la France contre l'envahisseur qui voulait occuper la France. Ce sont ces Africains-là où on les avait enrôlés, que ce soit les Africains et les Malgaches, l'Afrique et Madagascar. On a enrôlé beaucoup de combattants. Certains sont des retraités, mais ils sont encore enrôlés. Là, on a compris que lors de la guerre qui a déclenché, vous le savez, je le sais, et ces Français le savent bien, que cette guerre, la seconde surtout, a commencé le 1er septembre 1939, à 5h45, au moment où les gens dormaient. Maintenant, la France, normalement, devait payer de lourds tributs. N'eût été l'intervention des tirailleurs sénégalais et des tirailleurs africains,
la France devait être capitulée. Voilà, l'histoire est têtue. Maintenant, on a enrôlé des gens, les gens étaient partis au front et ils ont réussi à libérer cette France. Et au retour, ils ont demandé leur dû. L'indemnité de travail, le pauvre salaire qu'ils devaient avoir sur le front, ils n'ont pas eu. C'est au retour du Sénégal et ils ont demandé à la France, l'ancienne colonisatrice, de donner ce qu'ils devaient avoir comme leur dû. Pour répondre à cette demande, la France, les troupes occidentales ont répondu par balles. Et ils ont décimé, ils ont tué leurs frères d'armes, qui sont des Africains, qui étaient partis libérer la France. Plusieurs années après, cette France ne voulait pas reconnaître qu'il y a des massacres. Parce qu'elle est arrogante, elle est orgueilleuse, elle ne voulait pas reconnaître parce que les tirailleurs là, ils sont de la peau noire. Quiconque est de la peau noire est classé comme des objets de moindre importance. Maintenant, avec la nouvelle génération qui incarne le pouvoir d'État au Sénégal, ces gens-là, lors même de leur campagne, les messages de campagne, ils ont encore réitéré que non, lorsqu'ils vont prendre le pouvoir, les faits là qui sont restés dans les tiroirs, ils devaient voir clair. Voilà ce qui a été fait. Et hier, la France de Emmanuel Macron a fait le sursaut d'orgueil et elle a reconnu effectivement qu'il y a des massacres. C'est un massacre. Mais les nouvelles autorités sénégalaises, ils vont loin en demandant à cette France et surtout ces autorités de présenter leurs excuses. Oui, on va revenir à ça tout à l'heure. Aujourd'hui, à Clé-Soesson, on sait que la France, sur le continent, se trouve en difficulté. Je veux dire, sur le plan diplomatique, son image est totalement écornée. Elle a besoin de se refaire une nouvelle image. Est-ce que cette reconnaissance entre dans ce contexte où la France veut ripolliner son image? En réalité, ce n'est pas cela que les choses se présentent comme tout le monde le pense. Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il faut dire un messie pour les Africains au consort, mais vous aurez compris que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a toute une sorte de série de méfaits envers l'Afrique qui ont été reconnus par Emmanuel Macron. Donc même, d'ailleurs plutôt même, ce n'est pas les nouvelles autorités sénégalaises qui ont reconnu le massacre de Tiaroy, mais si on n'a pas utilisé la connotation massacre même dans le temps, comment il s'appelle, François Hollande l'avait déjà reconnu. De répression sanglante. L'avait reconnu. Donc quand on parle de répression sanglante, c'est le synonyme de massacre, s'il faut le dire. C'est ce que lui-même dit. Donc c'est en cela que je dis. C'est ce qui s'est passé qui n'est pas bien, mais du côté de la France, le général qui a occasionné ce méfait avait dit qu'il y a eu des mutineries que lui voulait réprimer. Donc, bon, comme on le sait au sein de toute armée, lorsqu'il y a des mutins, c'est qu'il y a eu des répressions. Seulement que ici, il s'agit de blanc et noir. C'est ça le problème. Sinon, quand vous voyez même dans toutes les armées au monde, et d'ailleurs même pas plus que 2 ou 3 mois, où on a entendu encore une sorte de coup d'État au Burkina Faso, où on a réprimé ceux qui veulent faire ce coup d'État. Mais au Bénin aussi, on a eu l'ancien chef de la police a été aussi. Donc, en réalité, quand il y a eu ce genre de choses, du côté de l'armée, il y a toujours des répressions. Maintenant, c'est deux races différentes que le problème se pose. C'est pourquoi on trouve que ce n'est pas bien. Et d'autant plus que c'est de leur sort. En réalité, ils disent même qu'ils n'ont reçu que le quart de leur sort d'après. Et c'est pour ça, quand ils sont venus dire qu'ils ne vont pas partir, puis on leur dit de prendre le train et aller au Mali, ils ne font pas aller. S'ils ne prennent pas leur sort. Et ça, c'est pas
que passé, et comment on appelle, au Sénégal. Depuis la France, même en Guingamp, il y a eu plus de 800 personnes aussi qui ont refusé de partir s'ils ne sont pas payés. Et ce sont également les Noirs. Donc, c'est la répression de Thiaroye a été la poudre de trop. Je pense que c'est ça qui a fait des choses. Mais moi, je me dis que si la démarche d'Emmanuel Macron, moi depuis je l'ai suivi de près jusqu'à présent, c'est tout ce qui est lié à l'Afrique ou aux colonies coûte énormément des millions de dollars, pour ne pas dire des milliards d'euros à la France et à tout colonisateur, toute puissance colonisatrice européenne, à tel point qu'ils essaient d'une manière, d'une autre, essaient de se détacher un peu ou prou de ces colonies. Sauf que nous le prenons comme si c'est une nouvelle étoile qui est arrivée, parce qu'on voit très bien. Et je sais que on va aborder le cas Tchad, mais quand vous voyez très bien, même les gens nous avaient dit ici que la France a applaudi et encaissé, d'a provoqué et applaudi le coup d'État au Tchad, et que le Tchad et la France seraient seront dans des, comment dire, des accords sacro-saints. Mais vous aurez déjà vu ou entendu déjà qu'il y a eu également une déclaration du Tchad qui dit comme le sujet, on va venir là-dessus. C'est pour dire que ce n'est pas une sorte de redorer le blason de la France, mais il a fallu, devant l'histoire, reconnaître d'abord que ce qui a été fait est un méfait, et ensuite aller de l'avant par rapport à ça, parce que quoi qu'on dise, les Sénégalais eux-mêmes, puisque mon co-débatteur a déjà dit que ce ne sont pas que des Sénégalais, mais des Africains venant de presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, et au sein du Sénégal même, on n'a pas essayé de faire une image ou bien de faire une stèle commémorative. Ça, c'est aussi un autre aspect sur lequel on pourra revenir. Nous sommes rejoints par Dominique Lacmon. Dominique Lacmon, bonjour. Oui, bonsoir, bonjour Samuel, bonjour à tous les autres. Et merci de nous rejoindre. Nous parlions donc de cette reconnaissance par la France du massacre. C'est le mot que le président Emmanuel Macron a écrit à son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette reconnaissance est un pas positif dans le sens de l'histoire? Oui, un pas positif. Je ne sais pas si positif de quelle manière. Ça dépend sous quel angle on prend cette positivité. Sinon, je pense que la France finira par reconnaître toutes ces erreurs qu'elle a commises à l'Afrique. Et aujourd'hui, si reconnaît, c'est dire reconnaître une infraction qu'elle a commise il y a longtemps, et elle a commencé par jouer avec les sentiments des Africains. J'ai suivi les débats de mes co-débatteurs, je les ai suivis, c'est vrai que je suis venu en retard, j'ai suivi ce qu'ils ont dit. La France aujourd'hui en train de, je ne sais pas si le karma existe, en train de payer l'effet de son karma, parce que tout ce qu'elle a commis sur notre continent, aujourd'hui, elle doit subir les conséquences. C'est parce que pourquoi la France reconnaît ce phénomène de répression, cette répression qui a perpétré sur le territoire sénégalais il y a longtemps, c'est parce qu'il y a une pression sénégalaise. Les nouvelles autorités actuelles sont en fait arrivées au pouvoir, avaient fait leur cible comme la France, mais d'une manière stratégique, pas comme les autres qui sont arrivés en force et voudraient tout de suite en découdre avec la France. Et eux, ils ont passé par une manière de management pour pouvoir fouiller, refaire un état de lieu des relations franco-sénégalaises. J'avais dit ça entre-temps ici que la visite de Diomaye Faye après son élection en France avait une signification. Et aujourd'hui, le temps me donne raison, c'est de revisiter ces accords-là. Et la France se sentait menacée, et que s'il fallait reconnaître cette répression qu'elle a commise il y a quelques années pour pouvoir sauvegarder quelques relations avec le pouvoir de Diomaye Faye, je pense que c'est dans ce sens que je suis en train de voir, parce que derrière cette reconnaissance, il y a la pression du pouvoir sénégalais qui
veut actuellement revisiter tous les accords avec la France. Ça veut dire que la France sent la chaleur et la connaissance de cette répression n'est pas pour rien. C'est pour sauvegarder, essayer de faire, d'embellir son image et essayer de séduire le pouvoir sénégalais aujourd'hui qui est à pied d'œuvre pour revisiter les accords. Vous savez, ces accords coloniaux qui a bâti l'histoire africaine et écrite même par la France, nos ressources, que ce soit nos minéraux, les ressources économiques sont toujours exploitées par la France. Aujourd'hui, la France se sent vraiment menacée. S'il doit céder quelque chose pour ne pas tout perdre, surtout ce qui est en train de se passer sur le continent, je pense que si c'est reconnaître seulement ce massacre, cette répression, je pense que la France se voit obligée de le faire. C'est une obligation. Sinon, si c'était un truc très simple, je pensais que la France allait prendre des dispositions dès le pouvoir de François Hollande. Il avait fleuré ça un peu, mais il fallait prendre des dispositions pour quand même, mais pourquoi pas dédommager justement, les familles. Ce sont les aspects que les historiens sont en train d'évoquer, mais Marcel Agbessilou dire aujourd'hui que ce qui s'est passé en 1944 était un massacre. C'est vrai que beaucoup saluent ce pas positif, mais en même temps, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit, on ne connaît pas le bilan exact. Les Français ont reconnu la mort de 35 personnes. Les historiens disent qu'il y a eu des dizaines, voire des centaines de morts. Où sont les corps? Et il faudra avancer dans ce sens-là. Vous savez, l'Afrique a payé de lourds tributs. Lors que ce soit de la Première Guerre mondiale, je citais les dates là souvent, qui a éclaté le 28 juillet 1914 à Pearl Harbor, dans l'île Hawaï. Et la seconde, je viens de le dire si haut, 1er septembre 1939 à 5h45. Maintenant, lorsqu'on a enroulé les Africains, les Africains ont payé de lourds tributs, c'est-à-dire que ces combattants qui étaient partis au front contre l'envahisseur qui voudrait en découdre avec la France, on a enroulé, si vous voulez, on a enroulé 1800 Africains et Malgaches et 320 000 Maghrébins qui sont allés entre 1939 et 1940. Mais selon les chiffres sous secrétariat d'État aux anciens combattants, 21 500 Africains et Malgaches et 16 600 Maghrébins sont tués entre 1939 et 1945. De ces chiffres, on peut dire que c'est une perte de trop. Et viennent s'ajouter encore ceux qui sont partis au front, c'est-à-dire que les tirailleurs sénégalais, on nous avait appris au cours primaire et que ce soit au CEG, que ces troupes-là, c'est un nom en général pour baptiser presque tous les Africains qui étaient partis au front. Maintenant, de leur retour au pays, ils ont réclamé leur dû et ils sont massacrés devant ils sont massacrés. C'est-à-dire que on nous avait dit que certains n'ont même pas parce qu'ils sont revenus de la guerre et ils sont les remerciés. Maintenant, pour leur remercier, on a besoin des sous, on a besoin de leur per diem. Ce qui devait leur revenir de droit. La France a fermé les yeux sur ça. Maintenant, pour revenir à leur question, votre question, vous pouvez me rafraîchir un peu la mémoire. Oui, c'est pour dire que maintenant, il faut qu'on sache très exactement ce qui s'est passé. Effectivement, voilà que les archives sont cachées en France. Oui. Et hier, Diomaye Faye a évoqué avec intérêt que maintenant, ils vont constituer une équipe des géographes, des historiens, voilà, et des juristes pour pouvoir fouiller en France, fouiller les archives et au niveau de la France et que ce soit au niveau du Sénégal pour voir clair combien de personnes et combien de personnes qui sont tuées, qui sont massacrées par l'armée française. Et les nationalités surtout, ils viennent d'où? Est-ce qu'ils sont tous des Sénégalais? Est-ce qu'ils sont des Africains? Voilà ce qui maintenant a été l'objet même
la quintessence de ce que Diomaye Faye attendait. Parce qu'on ne peut pas dire seulement qu'il y a des massacres sans connaître le nombre exact. Eux, ils disent que c'est 30 et quelques. Les autorités sénégalaises disent que ça dépasse même des centaines. Mais qui dit la vérité? Mais pour dire qu'il y a des mutineries, des mutins, comme mon co-débatteur vient de le dire que... Là, ça dit c'était des mutins qui n'avaient pas d'armes, hein, parce que c'est déjà des armées sur qui on a tiré. Un mutin qui est revenu du front. Et même ils ont remis leurs armes à l'envahisseur, c'est-à-dire à la France là. Donc eux ils sont là main nue. Par quels moyens ils vont se résister contre cette armée occidentale? Ça doit être c'est l'histoire de nous appelons l'histoire du plus fort, c'est-à-dire que la France elle est en position de force à l'époque. Il doit reprendre l'histoire en disant que c'est eux qui voulaient ouvrir le feu sur eux. Donc ça là, c'est un peu compliqué aujourd'hui. On veut voir clair dans l'histoire. Et justement, la France a dit qu'elle collabore parfaitement avec le comité envoyé par le Sénégal en France pour l'exploitation des archives qui n'ont pas été jusqu'ici ouvertes. Ça veut dire clairement que de cette histoire, il y a encore des archives non déclassifiées. Ça veut dire qu'il y a des choses que, justement, Paris ne veut pas qu'on sache. Samuel, c'est que je pense que je suis aux antipodes par rapport à ce débat avec des gens. Parce que ce soit l'Angleterre, la France ou tous les pays qui ont colonisé l'Afrique, aucun d'entre eux n'a jamais traité l'Africain de façon la plus aisée. Je vais même aller, on parle de chez nous, mais il y a eu un massacre en 1919 en Inde, à Amritsar. Le général régional d'ailleurs a tiré sur 10 000 personnes durant 10 minutes, juste parce qu'il contestait la colonisation anglaise. Mais ça a tué 379 personnes dans l'immédiat. Mais comment est-ce que l'Inde a fait pour que ça puisse... Ce n'est pas de ce genre de choses, mais l'Inde a essayé de se battre pour ceux qui sont au niveau du... Aujourd'hui, la France ne peut pas imposer quoi que ce soit l'Angleterre ne peut pas imposer quoi que ce soit à l'Inde, parce que l'Inde a travaillé pour arriver ici. Vous pensez dans l'histoire... Et l'Afrique réclame, ou les Africains réclament une sorte de reconnaissance, alors que nos ancêtres, les Noirs américains, ils sont battus. Si vous trouvez vous allez comprendre, après la Première Guerre mondiale, les premiers soldats américains ont été décorés, ce sont des Noirs. Même au niveau de la guerre de sécession, la dernière personne qui a rendu l'âme dans la guerre, c'est les Noirs. Et pour cela, les Américains ont donné une image positive à l'Africain, aux Noirs africains, parce qu'ils se battent. Mais dans le cas du Sénégal, c'est que moi je ne suis aujourd'hui, la France accepte que les trucs sont déclassés, que ce n'est que ce que le Sénégal peut recevoir, que le Sénégal va avoir. Parce que le travail devait commencer même au niveau du Sénégal. Quand on a tiré sur on a massacré ces mutins, il y a eu des anciens combattants qui étaient vivants, qui pouvaient relater l'histoire qu'ils ont fait. Oui, qui l'ont fait. Hein. Oui, ils l'ont fait jusqu'à ce qu'on ne connaisse pas exactement. Ouais, parce que le problème, c'est que au niveau si d'ailleurs les gens ont dit que le bilan que la France donne est très loin de la réalité, c'est parce que les gens ont fait un travail, parce que ceux qui ont assisté ont témoigné. Et c'est la France qui a été de mauvaise foi jusqu'à maintenant, où elle semble être piquée par le virus de la vérité. Samuel, c'est qu'il y a une chose, même quand vous vérifiez ça, ce n'est même pas les Sénégalais qui ont fait l'histoire. Jusqu'à présent, il y a des historiens français. Oui, il y a des historiens sénégalais également qui ont écrit. Moi, je prends le travail des fois, puisqu'il y a une maîtresse de cérémonie qui essaie même d'aller très loin, celle qui a constaté que ce n'est pas 70 personnes, c'est au-delà de 70. Mais ce que moi je dis, c'est-à-dire que comment on peut encore douter du nombre de personnes qui sont mortes si il y a un travail qui est fait sur place où on connaît le camp, là où ça s'est situé, combien de personnes étaient dans ce camp et combien de personnes n'y sont plus. Ça doit être clair et net qu'on doit continuer. Oui, mais en même temps, à l'époque, vous savez que les administrations des administrations des pays colonisés n'étaient pas encore très constituées. Oui, on ne sait pas combien de personnes avaient été mobilisées. Non. On ne sait pas dans quelle fosse commune les gens ont été enterrés. Donc, le travail continue. Oui, c'est ce que je dis. Quand je parle de ce camp, vous voyez, je ne pense pas que la mentalité de l'Africain était aussi primitive
que on ignorait. Non, j'ai pas dit primitive, mais l'administration des pays colonisés n'était pas non plus. À ce moment, on avait des intellectuels, Senghor et consorts déjà. Ça voudrait dire qu'il y a des luttes anticolonialistes qui étaient déjà là. Donc, moi, je me dis que on devait être en processus. Qu'il y avait les moyens de mener des enquêtes, vous pensez? Si je me dis que depuis Harlem, on soutenait l'émancipation des peuples déjà et que les Kwame Nkrumah et consorts ont quitté l'Afrique pour aller dans des sommets sans être massacrés, c'est qu'on pouvait le faire. Encore, ce qui est encore marquant, c'est à quelques kilomètres de Dakar. Ça voudrait dire que les villages à l'alentour devaient aussi avoir un vent de l'histoire. Ce que moi je suis en train de dire actuellement, c'est que c'est bizarre qu'on nous dise que jusqu'à présent, il y a un doute autour du nom, même peu importe ce que la France, parce qu'on ne peut pas cacher, on ne peut pas mettre une main sur l'histoire et la cacher. Donc il y aurait toujours des révélations qu'on doit voir. Et jusqu'à présent, si le Sénégal n'a pas été clair sur cette histoire politique, sans oublier que quand on parle de citoyens sénégalais, il y a aussi des mercenaires qui sont aussi partis. Ce n'est pas forcément que ceux qui allaient de bonne volonté. Par exemple, ceux qui ont quitté le Togo pour aller à cette guerre, ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des gens que l'État togolais. Donc, il faut être précis. Est-ce qu'il n'y avait pas un État togolais à l'époque? Non, il y avait des États coloniaux qui étaient là, qui mobilisaient les gens. Le Togo avait déjà une autonomie et que quand est placé sous le Togo avait déjà une autonomie puisque le Togo est parti des premières colonies à être. On va pas ramener l'histoire au Togo, on va rester parce qu'aujourd'hui, si la France reconnaît qu'il y a eu massacre, qui reconnaît que l'histoire a été dévoyée, on va pas être plus historien que les historiens. Non, on ne sera pas plus. Mais moi, c'est que je suis un bon historien, normalement, dans les chiffres avec exactitude. Sauf que là. La France a des bons historiens, mais ils n'ont pas encore donné les chiffres. Oui, c'est quoi je dis que. Vous voyez, c'est que. On ne peut pas demander à notre bourreau de faire l'histoire à notre avantage. C'est un problème. C'est-à-dire que si on veut vraiment connaître l'histoire, c'est que c'est le travail. Le Sénégal doit être capable aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. On va évoluer parce que le temps. Comme vous voyez, il y a un de reconnaissance. Il y a un massacre en Algérie que la France a reconnu aussi. Ce n'est pas que pour le Sénégal. Il y a tous les massacres que la France avait perpétrés sont en train de. Et on est en train d'arriver là-bas également. Donc il y a aussi pour Dominique Lacmont, pour la France, des enjeux de dédommagement. Oui, évidemment, c'est ce que même je m'attendais. Mais par rapport à la question que vous adressez à coach, je pense que pour dire la réalité, les Africains ne s'étaient pas préparés à ce moment pour pouvoir nous conserver une véritable histoire comme le veut coach Akleso, parce que il doit comprendre qu'à ce moment-là, comme tu l'as dit, l'administration a été gérée par cette puissance, oui. Et que c'est-à-dire que le système mis en place pour conserver les informations n'était pas aussi si facile et accessible à nos parents qui étaient en ce moment pour pouvoir conserver l'histoire. Il y avait des griots qui transmettaient l'histoire. Mais ces griots, quand on dit une répression, une manifestation qui a eu lieu à Dakar, par exemple, en 1944, je ne sais pas s'il y a un griot qui va quitter le village, comment on pourrait déterminer les contours de cette manifestation et comment le nombre de personnes qui pouvaient être, qui pourraient être victimes par rapport à ça. Je pense que c'est la France qui était à l'administration, qui conserve les données. Sauf que et ce qu'on demande, si je veux aller dans l'autre sens, qu'on demande à la France ne va pas nous présenter une histoire qui va tenter de la peindre en noir. C'est ça, c'est une histoire tronquée qui est basée sur son intérêt propre. Donc aujourd'hui, dire qu'on attend également et la France de nous fournir une histoire de notre propre continent, je pense que ça serait de lui demander de mettre du marteau sur sa tête. Mais je pense, avec quelques informations que nous avons, il faut que nous essayons de retracer notre propre histoire. C'est pourquoi l'autre fois j'ai salué la démarche de Tiani qui veut vraiment réécrire l'histoire du Niger. Ouais. Mais il faut que cette histoire soit fondée sur la vraie, c'est-à-dire que nous créons une histoire vraie, pas une histoire politisée où on doit rendre hommage à quelqu'un, voilà, essayer de masquer cette histoire. Mais si vraiment nous voulons notre histoire, c'est nous Africains, nous devons l'écrire et pas à la France. Je pense que ce que la France doit reconnaître, c'est que la France reconnaît avoir fait du tort à l'Afrique. Aujourd'hui, comme je vais citer par la question que vous m'avez posée, si le dédommagement doit y être, oui, mais même si la France nous dédommage aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on appelle des ristournes. C'est toujours, actuellement, la France est toujours sur nos mines, qui
est en train d'exploiter aujourd'hui. Si on prend la CEDEAO, nos francs, nos monnaies sont déjà dans les réserves françaises. Donc, c'est la France ne peut pas faire un acte aujourd'hui pour dire qu'il est en train de dédommager l'Afrique, parce que le tort que la France a causé pour notre continent ne peut même pas être réparable. Je pense que nous devons nous concentrer sur notre propre développement. Et si il faut révisiter certaines choses et que la France passe de ce côté, que l'Afrique est de ce côté, si on doit se parler, qu'on se parle de façon égale à égale, c'est-à-dire que vous me donnez ceci, je vous donne ça, et ça soit une équivalence normale, c'est ce que nous devons, nous, en tant qu'Africains, poser de ces bases-là pour que demain on puisse, à 10 ans, 15 ans, on puisse rivaliser cette France qui nous a exploité longuement depuis des années. Aujourd'hui, la Chine, comme l'a dit, l'Inde était dans des situations pareilles. Mais est-ce que la France peut parler devant la Chine ou devant l'Inde aujourd'hui? Je pense non. Donc c'est ce que moi j'attire la conscience des Africains, ce que nous devons faire. L'histoire, la France ne va pas nous la fournir, et nous aussi on n'aura pas la vraie histoire de notre continent. C'est de savoir que la France nous a causé du tort, et aujourd'hui nous devons prendre en main notre propre développement. D'accord. Monsieur, on va passer au second sujet, c'est le Tchad là-bas également. C'est une histoire avec la France qui est en train de se tourner. Dernier pays sahélien a abrité des forces françaises. Le Tchad a annoncé que c'était le 28 novembre mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec Paris, et cet accord date du 5 septembre. L'accord a été révisé le 5 septembre 2019, une annonce surprise survenue quelques heures après une visite à N'Djamena et du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot. Mettons que cette rupture annoncée a pris tout le monde de court, et cela quand même pose beaucoup de questions avec le SOSO. Le Tchad, on pouvait imaginer ce qui se passe dans tous les pays, mais connaissant le positionnement du Tchad, mettre fin aujourd'hui à son accord de coopération militaire avec Paris, disons, quelle mouche a piqué Idriss Déby? D'abord, il y a un correctif par rapport aux Africains. Les gens ont tendance à penser que tous les accords, tu l'as déjà relevé, tous les accords qui ne sont pas des accords coloniaux. Il y a des accords de coopération militaire, des accords de défense et de sécurité. Tous ne datent pas des années de l'indépendance. D'ailleurs, pour le Mali, le nouveau accord c'est 2013, et pour le Tchad, c'est révisé à 2010. Donc, ce n'est pas des accords datant de la colonisation. Maintenant, par rapport à la question, en réalité, moi, je vous l'ai déjà dit, on est au 21e siècle où les bases militaires, on n'a plus besoin d'un effectif, parce qu'on est à l'époque des drones, où on fabrique des drones à des milliers. Il y a maintenant des drones qui peuvent faire une semaine à l'air, des drones qui peuvent aller. Donc, tout ça là, quand on laisse l'effectif, comment il faut appeler, humain, sur place, c'est un coût énorme. Et quand vous avez des bases, il faut entretenir, et ça coûte énormément. D'ailleurs, même on paie aux pays là, dans lesquels les bases là sont installées. Donc, ça coûte énormément à la puissance étrangère, ou aux puissances étrangères. Donc, je l'ai déjà dit, c'est une sorte de manie où on déclenche le départ de ces gens, parce que vous allez voir, ça commence avec le départ des Américains d'Afghanistan. C'est pas que les Afghans ont battu les Américains, on a tué les Américains. Vous allez voir que les Américains partaient, et les Afghans qui veulent partir avec eux sont partis aussi avec eux. Donc, il faut à ce moment, les Occidentaux sont dans une période où ils ont compris que ces moments, ça nous coûte trop tôt, et le budget, donc ils préfèrent partir, mais puisqu'ils doivent de l'argent, Dominique l'a déjà évoqué, et par rapport à ce qui s'est passé, la colonisation, la traîne négrière, ils doivent de l'argent à l'Afrique, et ils passent par des ONG pour venir coopérer, donc, pour ne plus faire ce genre de choses, on a déclenché son décision pour dire que là, on chasse la. En réalité, je suis sûr et convaincu que l'Élysée savait déjà que ceci devait avoir, puisque dans la diplomatie. Mais c'est pas l'impression qu'il donne, parce qu'il y a eu des réunions de crise, tout le monde a été pris de coup. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères était dans l'avion quand l'information a été publiée. Samuel, c'est que dans la diplomatie, en politique, tout ne se dit pas. Il y a des arrière-chambres où qu'on négocie des choses. Et vous aurez constaté que qui peut me dire que les gens ne sont pas convaincus que le Tchad était épaulé par la France, ou bien Idriss Junior est épaulé par la France depuis le début jusqu'à présent. Tout le monde est convaincu par rapport à ça, où les gens même ne pensaient pas on a qualifié les autres de héros et consoles, mais c'est Idriss Déby et le Gabonais qu'on qualifiait des valets de la France, parce qu'on ne qualifiait pas le coup de tel. Mais ce que moi j'expliquais, c'est que
voyez partout, parce que peu importe ce que les gens disent, il y a des bases militaires anglaises en Afrique, il y a des bases militaires russes en Afrique, il y a des bases militaires américaines en Afrique, il y a même des bases militaires américaine en France, en Allemagne et consorts. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anodine par rapport, ce n'est pas une nouveauté qu'on trouve des bases militaires. Ça ne peut être même le Soudan. Le problème, la guerre du Soudan, c'est qu'il y a une guerre où la Russie, les États-Unis et consorts cherchent encore à installer leur bateau. C'est pas quelque chose qui est anodine par rapport à. Donc, les gens doivent comprendre que ça, là, le fait de dire qu'il y a une base militaire, moi, je suis trop fatigué parce qu'il y en a partout. Quand vous allez, la Chine même en a au Djibouti, la Russie en a au Djibouti. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inhérente uniquement à la France consort. Donc, toutes les puissances étrangères veulent avoir leur base militaire. Ça n'a rien à voir avec Marcel, une colonisation. Non. Oui, Marcel, selon ce que nous disons, Paris semble avoir été surpris, en tout cas par cette décision de N'Djamena, parce que tout le monde connaît l'opposition de N'Djamena. Personne n'ignore, et je pense que Aklessoe le rappelait, lorsqu'il a fait son coup d'État, Paris était le premier pays à épauler ce coup d'État, et tout le monde se disait c'est Paris qui protège le pouvoir de Déby. D'où ma question, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce qu'il y avait coup d'État au Tchad? Est-ce qu'il y a coup d'État? En tout cas, après la mort du président, ce n'est pas l'ordre constitutionnel qui a été respecté. Les circonstances même qui entourent les circonstances de la mort de Déby restent toujours floues. Mais on parle de coup d'État quand on n'a pas respecté la Constitution. Si Père Déby a été, ce qu'on nous avait servi, qui était parti au front. Il est mort au front. Oui. Il est parti au front le 20 avril 2021. Ce qui est en Guissou Roche là, c'est-à-dire qu'il y avait les accords de défense bien avant que Déby était parti au front. Les accords de défense voulaient quoi? Voulaient que lorsque un pays est attaqué, au moins la métropole qui est la France qui a signé cet accord avec Tchad doit intervenir immédiatement pour sauver et sauver son voisin. Fournir les matériels. Et fournir les matériels, c'est un accord de défense et militaire. Mais lorsque Déby a été abattu au front, que ce soit au front, on ne sait pas si c'est la présidence qu'il a été abattu et on transforme, on est en train de biaiser l'histoire, personne ne sait. Mais l'accord de défense existait bien avant son assassinat. Et au soir, c'est son enfant qui a été porté sur les créneaux. C'est-à-dire qu'à la magistrature suprême, sans élection. Et soudainement, et chose étonnante et paradoxale, on a vu le numéro 1 de la France était venu au Tchad, à N'Djamena, pour baptiser, pour donner son option au jeune militaire, général d'ailleurs, l'enfant de père Feu Déby. Et au côté, on a vu que la même scène se passait à l'époque dans la sous-région. Oui, mais la France ne dit... Qu'est-ce qui a changé pour que on mette fin à l'accord de défense? Mais il y a quelque chose des non-dits. Il y a des non-dits qui entourent peut-être le silence là de N'Djamena. Parce que ce n'est pas parce que la France a apporté son soutien aux jeunes poutistes qui est au pouvoir, qui a participé d'ailleurs à une élection, il a remporté à un score soviétique, et là que tout va bien au Tchad. Tout n'est pas rose au Tchad. Donc si tout n'est pas rose au Tchad, il y a le vécu quotidien des Tchadiens. Pour exprimer sa souveraineté internationale et nationale, il faut purger le territoire tchadien. Il faut expulser, il faut mettre fin à ces accords de défense là qui ne servaient à rien. Parce que l'accord là, c'est pour le maintien. On est en train de maintenir les autorités, de les contrôler, les autorités tchadiennes. Comme s'ils étaient en joug. Non, c'est comme si on est toujours dans l'époque coloniale. D'accord. En même temps, est-ce que cette décision de N'Djamena n'est pas un peu liée aussi aux événements d'il y a quelques semaines avec cette attaque terroriste qui a fait plus d'une 40aine de morts dans une base arrière de l'armée tchadienne? Si vous avez un accord de coopération militaire
et que les coopérants ne sont pas, j'ai envie de dire, ne sont pas futés d'intervenir pour vous protéger. Vous savez, c'est le même argument que le Mali a utilisé, le Burkina a utilisé. Vous êtes là, mais on ne sait pas à quoi vous servez. Oui, justement, je pense que ça peut être dans ce sens, mais moi, je vais commencer mes analyses à partir de la situation politique. Je pense que l'arrivée de Idriss Déby, un général d'armée, à la tête du Tchad, après tout ce que les gens connaissent, bon, c'est vrai, moi, loin du coup d'État, pour moi, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une polémique pour revenir là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un revirement. Je pense qu'après l'arrivée au pouvoir d'Idriss Déby, il y avait quand même, on a vu comment le clin d'œil que Macron lui a servi, et il était à son investiture, il était également, avant l'investiture, il était à l'enterrement du feu Idriss Déby. Mais l'histoire nous dit également que juste avant la mort d'Idriss Déby, le père, c'est que Idriss Déby père avait commencé quoi qu'avec la France. C'était pas un bon terme parce que Idriss Déby avait pris certaines mesures où il accusait la France d'animer d'animer les rebelles et le terrorisme au nord. Donc Idriss Déby voyait d'un autre œil l'implication de la France d'un mauvais œil. Mais ce qui était paradoxe après la mort du général père Déby et que le fils est arrivé, nous avons vu comment Macron l'a séduit, mais un peu de temps, nous avons vu la visite de ce général en Russie. Bon, là, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que Paris essaie de dire, que N'Djamena a eu des pressions extérieures. Non, quelle pression extérieure? Je pense que... Ce sont des hommes réfléchis. C'est là-bas que je vais même apaisantir mes analyses. Je pense que le fils Déby, à son arrivée au pouvoir, a remarqué, peut-être constaté le jeu flou de la France. D'accord? Le jeu flou dans lequel son père a trouvé la mort. Malgré qu'il y a ces accords de défense qu'a décrit mon ami d'à côté, malgré ces accords-là, il fallait qu'il ait une rébellion fortement armée et qui a fait que dans cette situation, son papa a trouvé de la mort. Et il fallait, si réellement il a fouillé et que les renseignements lui stipulaient que la France était impliquée dans la mort de son père, c'est nettement que le visage puisse être changé parce qu'on ne peut pas dormir à côté d'un scorpion qui fait semblant d'être un ami. Ça veut dire, quel que soit, même vous pensez comment marcher, que vous n'avez pas touché la queue du scorpion, mais il faut être avec prudence. Et ce que vous estimez ne pas être prudent, c'est mieux de vous débarrasser. Je pense que c'est dans cette optique que le général Déby militaire de son état qu'il est en train de se voir menacé, et surtout non seulement menacé, comme l'a dit l'autre à côté, les accords militaires avec la France parfois n'est pas trop équilibré. D'accord? Et la France a une manière de vendre son armée, c'est-à-dire que comme l'a dit, il a une base militaire sur votre territoire, mais les charges ne lui reviennent pas. Et ces charges-là, on les introduit dans certains aspects, accompagnement, la dette que vous avez envers son État, c'est vous qui prenez en charge son armée, et finalement, c'est une exploitation également. Et ça alourdit énormément votre budget. Et les pays sont souvent endettés. Quelle dette que l'Afrique paie à la France, et ça n'est fini. D'accord. Je vais chuter rapidement. Je pense que si c'est sur cette analyse que base également le général Déby, je pense qu'il est dans un bon élan pour pouvoir diversifier les parties. Lorsqu'on a plusieurs amis, l'autre ne peut pas se dire qu'il est l'ami privilégié. D'accord. On va tourner rapidement. J'ai envie qu'on tourne parce qu'il me reste 3 minutes pour quitter ce sujet. Mais vous allez faire chacun 45 secondes sur le sujet. Pour Paris, c'est un coup dur, quoi qu'on dise. Moi, je ne vois pas ça comme que je dis que c'est déjà prémédité. En plus, vous l'avez déjà expliqué. Arrêtez, tout ça là, c'est prévu au moment où Déby commence par faire la répression au sein de son pays vis-à-vis de l'opposition, on dénonce, que souvent la France a dénoncé, succès Masra. Vous parlez de quelle répression? De la répression politique. C'est que celle d'il y a 2 ans? Non, quand la dernière élection, on a empêché les éléments de succès Masra d'aller vérifier les bulletins pour voir si c'est faux ou pas. Et succès Masra a crié haut que c'est une mascarade électorale. Et en plus de cela, ce n'est pas
quand nos dirigeants veulent prendre leur peuple comme des moutons et les martyriser qui vont dénoncer. Puisque moi je suis fatigué quand on parle de France. La France n'est pas la seule puissance colonisatrice ou bien colon qui est en Afrique. On en parle parce que c'est avec la France que l'accord vient d'être rompu. De donner que les autres sont pires que ce qu'on a de voir. Pour le moment, au Tchad, c'est avec la France que l'accord est rompu. Donc, nous on parle de jusqu'à fait. présent, demandez si le Nigeria et l'Angleterre, le Nigeria n'a pas de coopération militaire et le Nigeria ne peut. Je vous le dis, je l'ai déjà dit, je vais finir comme ça. Dominique a dit, vérifie, puis moi j'ai, avec Ezachi pour Djibouti, je dis que quand il y a une base militaire chez vous, on paie l'installation des bases chez vous. Oui, mais il n'a pas nié, mais il dit c'est payé de façon détournée. Oui, mais non, que ce soit de on façon vous charge, on dit vous êtes endetté envers nous. Qu'est-ce qui oblige Déby? Tu sais que on a tué ton papa, qu'est-ce qui l'oblige à dénoncer, ne pas venir? Et en plus de cela, comme on est en train de dire, moi je vais finir pour dire qu'en réalité, je pense qu'il faudrait qu'on change ces gens de maths parce que il faut faire les choses. Là, l'amitié, le plus partenariat, là, ça résout quel problème jusqu'à présent? Les autres qui en ont fait, ils sont déjà sortis de ce cas. Il y a le terrorisme partout, ben, ils ont plusieurs partenaires. Mais quand on a un coopérateur, une coopération militaire, ça veut dire qu'on vous fournit des matériels et non, on intervient militairement chez vous. Ça, c'est jamais dans les accords. Marcel Agbessinou, aujourd'hui, avec ce qui vient d'arriver, si on met ça aussi on met ça en parallèle avec ce que le président Diomaye Faye a dit, lui aussi, il a dit que l'accord de défense n'est pas pour l'éternité. Hein. Donc, avec le Sénégal aussi, il y a des réflexions là-bas. Vous savez, c'est comme si on est en train de cautionner ce que la France est en train de faire en Afrique. Quel accord on signe? C'est-à-dire que c'est écrit blanc sur noir ou bien noir sur blanc que accord de défense. Défense. C'est-à-dire que la défense, lorsqu'il y a une attaque d'un pays voisin, c'est-à-dire que où on a signé l'accord là, je dois intervenir. Non, c'est pas ça. L'accord n'a jamais dit ça. Non, c'est écrit dedans. Parce que vous oubliez également que c'est les États-Unis qui assurent la défense de l'Europe et c'est écrit comme ça. Les Américains doivent intervenir. Donc, Samuel, on va pas discuter les termes de l'accord, mais il y a quand même cette opération militaire qui permet d'intervenir. J'ai la faiblesse d'être juriste. Non, c'est pas une faiblesse. S'il vous plaît, j'ai la faiblesse d'être juriste. Laissez-le aller au bout. J'ai la faiblesse d'être juriste. Les accords de défense militaire, c'est juste pour protéger réciproquement les deux pays. Si c'est trois pays, c'est réciproquement intervenir, réciproquement. Maintenant, les autres pays, ils portaient la France endiguer le risque, pour endiguer le carnage. Mais tel n'était pas le cas au niveau de la France. La France en profite. Et la France met ses troupes à la charge des pays africains de la peau noire. Vous voyez au Tchad, c'est-à-dire que les matériels de guerre, les ressources humaines, c'est-à-dire que les troupes françaises qui sont installées à N'Djamena, c'est les autorités du Tchad qui sont chargées de les protéger. $10 000 et maintenant, le budget même, le budget. 30 secondes pour Dominique Lacman. Je vais terminer, et puis je vais quitter parce que je dois rendre l'antenne. Laissez Dominique, vous allez arrêter. Je vais vous remettre la parole quand on va revenir pour une minute. Donnez-moi le temps de sonner la demi-heure, 10 minutes de journal et puis on est de retour pour la deuxième partie.